Mesdames, Messieurs, merci du temps que vous consacrez à ce premier événement d'un cycle que nous lançons en partenariat avec Africa Press et la CPCCAF. Et la Maison de l'Afrique est fière d'accueillir la première et est fière également que ce soit la Côte d'Ivoire qui soit à l'honneur de cet échange innovant dans ce monde post-Covid, cette prise de parole autour de l'économie d'un pays africain à la Maison de l'Afrique. En quelques mots, un historique de la Maison de l'Afrique, parce que certains ne la connaissent pas, ou en tout cas elle a une image peut-être qui ne reflète pas ce qu'elle est. C'est une maison qui a 48 ans, une maison née de la volonté de trois dirigeants politiques éclairés, Léopold Sédar Senghor, Félix Houphouët-Boigny et Georges Pompidou. Donc 48 ans encore après, cette société anonyme est toujours là, plus résiliente que jamais. Donc cette société anonyme est née avec l'ambition d'être une plateforme d'échange et de promotion des économies des pays africains, de la culture et de l'art. La culture et l'art ont pris le dessus ces dernières années. Désormais, à la sortie de cette crise de la Covid-19, j'ai la responsabilité, en tant que directeur général de la Maison de l'Afrique, de repositionner la raison d'être de la Maison de l'Afrique autour de l'entrepreneuriat. C'est la raison pour laquelle je suis extrêmement touché et fier que le lancement de ce site d'échange se produise à la Maison de l'Afrique. En signe de soutien, cette Maison de l'Afrique compte dans son conseil d'administration, en tant que société anonyme, 10 pays africains plus 1. Le 1, c'est la France. Puisque, comme vous le savez, elle est née, et la volonté des fondateurs était qu'elle soit hébergée en France pour être cette plateforme d'ouverture de l'Afrique sur l'Europe. Et nous avons l'avantage d'avoir le représentant du conseil d'administration de la France présent à la présence de Philippe Solignac. Philippe, tu veux bien te lever? Donc Philippe Solignac représente donc la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France et donc a un siège au conseil d'administration de la société La Maison de l'Afrique. Bienvenue à tous. Je vous souhaite de découvrir, mais avec intérêt, l'éléphant qu'est la Côte d'Ivoire, son économie, son dynamisme et toutes ces opportunités qu'elle offre. Et je laisse la parole donc à Alfred pour enchaîner sur l'événement. Merci à vous. Oui, très rapidement, vous m'entendez? Bienvenue. Voici qu'arrive Isabelle Delevert, directrice de l'International de France, International et Europe. Voilà. Donc nous sommes au complet au panel. Juste un mot sur le cycle. C'est une idée toute simple. Genre, on nous parle beaucoup ces temps-ci de refonder, de co-construire une nouvelle relation Afrique-Europe et particulièrement France-Afrique. Je me suis dit, mais il y a des gens qui sont des experts, qui représentent brillamment le plus souvent leur pays. Ils sont tous ici à Paris. Pourquoi on ne les sollicite pas? Ces gens, vous avez deviné, bien sûr, sont les ambassadeurs. En plus, par nature, et même par vocation, ils sont des passeurs, puisque aussi bien ils représentent leur pays, et aussi bien ils informent leur pays de qui nous sommes, donc ils sont attentifs à nous écouter aussi, à nous connaître. Donc ce cycle, évidemment, on va nous dire, enfin certains vont dire, inviter un ambassadeur pour lui demander ce qu'il pense de tel ou tel sujet, c'est banal. Ben non, ça n'est pas banal à partir du moment où on conçoit ça dans la durée, dans un cycle mensuel, donc tous les mois. Déjà, le mois prochain, le 2 mars, on va, avec nos amis de la CPCCAF, on va faire une autre conférence et webinaire, donc digital, sur l'agriculture à la fin de l'année, je pense vers la fin novembre, nous organiserons une grande conférence annuelle. Et donc finalement, j'espère qu'on entre dans un cycle à la fois mensuel et perpétuel. Je dis ça par coquetterie à l'égard des représentants de l'Académie des sociétés d'outre-mer, des sciences d'outre-mer, pardon.
qui ont disons, un secrétaire perpétuel, on reste tous de ça. Et je vais tout de suite, sans plus tarder, passer la parole à son Excellence, que je tiens à remercier publiquement et très chaleureusement et très sincèrement d'être le pionnier du corps diplomatique africain à Paris, puisqu'il a accepté immédiatement de venir dans cette première conférence pour échanger avec nous. Monsieur l'ambassadeur, conformément à nos accords, vous allez ouvrir le discours préliminaire, une dizaine de minutes. Ensuite, nous ferons un tour de table, des échanges. Nos panélistes reviendront vers vous avec leurs questions. Et encore un troisième tour de table. Je vous donne la parole, merci. Je reste assis ou je me lève? Qu'est-ce que vous recommandez? Vous pouvez rester assis. Je suis enseignant, donc je me mets. Merci, monsieur le directeur général de la Maison d'Afrique, de nous accueillir dans cette maison, de nous accueillir chez nous. Mon cher ami Mignon, je vous remercie de nous donner l'occasion d'inaugurer ces conférences mensuelles des ambassadeurs africains de Paris. Je veux saluer chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, pour le privilège que vous donnez à la Côte d'Ivoire d'inaugurer ces conférences. Excellence, monsieur l'ambassadeur, le tout nouveau consul général de la Côte d'Ivoire à Paris, son excellence Konaté, merci de votre présence. Je veux saluer également mes collègues de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Je note que le thème de la conférence, c'est bien infrastructure et entreprise, comment mieux financer l'Afrique. La Côte d'Ivoire, vous la connaissez, je ne vous ferai pas le jeu de vous la représenter, puisque je n'ai que 10 minutes. Je dirais que c'est un pays qui très tôt a pris conscience de ce qu'il faut pour développer un pays, mettre ce qu'il y a comme urgence de base, ce qu'on appelle les infrastructures. Et encourager l'initiative privée à travers les entreprises. La grande chance de notre pays, c'est d'avoir eu un homme, le président Houphouët-Boigny. Notre chance, c'est que ce grand homme a appris, il a mis l'accent sur l'apprentissage, sur la formation. Entendu que sans apprentissage, sans formation, on ne peut exceller dans un quelconque métier. Pour diriger, il faut apprendre. Houphouët-Boigny, député ivoirien, a pu siéger dans les gouvernements successifs de cette période de la France qui a été appelée les 30 glorieuses. C'est-à-dire, après la Seconde Guerre mondiale, la France, toute l'Europe a connu des années de forte croissance. Il se trouvait que Houphouët-Boigny a été membre du gouvernement français. Le gouvernement français de la 4e République. C'était un gouvernement qui était très instable, mais il avait le bonheur de chaque fois de conduire dans les différents gouvernements. La France, de l'après-crise, a mis en place un plan de reconstruction, comme toute l'Europe, sur tous les grands chantiers, infrastructures routières, infrastructures universitaires, réforme de l'agriculture, réforme de l'enseignement. Et Houphouët était dans le gouvernement avec un rang de ministre d'État. Elle a même été co-signataire de la Constitution de la 5e République. Et quand Houphouët devient président de Côte d'Ivoire, il est pétri d'expérience et il entre à Abidjan avec son cabinet ministériel. Donc, entouré d'experts français, il met en place un plan de développement de la Côte d'Ivoire, inspiré du modèle occidental, inspiré de l'Europe de l'après-crise, et Houphouët a bien compris que pour développer un pays, la base, ce sont les infrastructures. Voilà notre chance. Houphouët donc a mis en place un plan de développement des infrastructures. D'abord les routes.
l'adage dit, la route précède le développement. La première richesse de la Côte d'Ivoire, c'est l'agriculture. Alors, pour que l'agriculture se développe sur l'ensemble du territoire, il fallait bien sûr ouvrir des routes. La Côte d'Ivoire, un pays forestier, en grande partie, le nord couvert de savane. Il fallait donc couvrir toute la Côte d'Ivoire d'infrastructures routières. Ceci pour permettre aux produits agricoles de descendre, puisque le premier produit agricole, c'est le cacao, c'est le café, et ces produits étaient exportés. Il faut donc que depuis le nord, depuis l'est, depuis l'ouest, les productions agricoles puissent descendre sur la côte et être exportées. Donc, infrastructure routière, infrastructure portière, parce que pour exporter, il faut un port, et le port d'Abidjan a été créé depuis les années 40. Ceci pour ouvrir la Côte d'Ivoire sur le monde. Et je vais vous donner une anecdote. L'énergie. Houphouët-Boigny tenait à son indépendance énergétique. En 1970, il décide de construire un grand barrage et il demande un prêt à la Banque mondiale. La Banque mondiale nous refuse ce prêt au motif qu'au Ghana tout près, il y a un grand barrage, le barrage d'Akosombo, qui peut couvrir toute l'Afrique de l'Ouest. Sur ce motif-là, la Banque mondiale refuse de financer le projet de barrage de Tahabo, qui je trouve être un des plus grands barrages. Alors le président Houphouët-Boigny se rend aux États-Unis pour voir le président américain, je pense qu'à l'époque c'était Ford. Il dit au président américain, vous voyez, j'ai demandé à la Banque mondiale de financer mon barrage, la Banque mondiale refuse. Au motif qu'il y a un grand barrage à côté de moi, au Ghana, et que ce barrage peut financer, peut couvrir toute l'Afrique de l'Ouest dans ses besoins énergétiques. Mais vous savez, je suis entouré de pays communistes. Le Ghana est communiste, la Guinée est communiste, le Mali est communiste. Je suis entouré de pays instables. Mais vous imaginez que je dépende, mon économie dépend de l'énergie de mon voisin qui est communiste. Je suis le seul dans la sous-région qui me suis inscrit dans le schéma de l'Europe, de l'Occident, du libéralisme. Et vous me demandez de me soumettre aux communistes. Mais c'est l'Amérique soumise aux États-Unis, à l'URSS. Après, il faut m'écouter, je vais vous trouver des financements, vous allez avoir le barrage. Et quand le président Ford mobilise le financement, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis, à l'époque, s'appelait Michel Assois, il est informé par le secrétaire d'État, et il dit, ben, écoutez, il faut que j'aille M. Houphouët-Boigny. Et à l'époque, c'était c'est-à-dire, ah non, c'est pas vous qui irez, c'est moi qui irai dire au président Houphouët-Boigny qu'il a son barrage. Et voilà, son barrage se trouve être un barrage de chez moi, dans ma région. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire exporte de l'énergie au Ghana. Voyez-vous la vision d'un homme. Il faut voir. Alors que la Banque mondiale, toute Banque mondiale, et ça je tiens cela d'un ministre des Affaires étrangères, qui me l'a dit. Voilà l'histoire du barrage de Tahabo, dont tu es le maire, parce qu'il était le maire de Tahabo, la commune de Tahabo. Président Houphouët-Boigny, voilà l'histoire qu'il a pu traverser. Et aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui exporte l'énergie au Ghana à partir du barrage que la Banque mondiale a refusé de financer. Ça veut dire que... Oui, allez-y. J'ai oublié de vous dire que monsieur l'ambassadeur, enfin, vous le savez sûrement beaucoup, mais il est aussi écrivain, il était ministre de la Culture, et il me raconte une très belle histoire. Permettez-moi, monsieur l'ambassadeur, de vous rappeler Fanny. Enfin, d'accord. Est-ce que vous pouvez... Alors, donc, je finis pour dire que les infrastructures sont la base du développement d'un pays. Et donc, aujourd'hui, avec le président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a mis effectivement repris sa politique d'infrastructure routière. Aujourd'hui, nous avons des milliers de kilomètres. L'autoroute Abidjan doit aller jusqu'à Ouaga. L'autoroute Abidjan doit couvrir avec le pays de la CEDEAO d'Abidjan, aller jusqu'à Lagos, en passant par Accra, Lomé,
et Cotonou. L'infrastructure ferroviaire d'Abidjan, Ouaga, Niger est tout à fait fonctionnelle. Donc, au niveau routier, il faut couvrir toute la Côte d'Ivoire. Au niveau de l'énergie, la Côte d'Ivoire, en 2011, au moment où le président Samatra arrivait aux affaires, était de façon tout à fait dispersée, inégalement couverte l'énergie. Des régions comme le Sud étaient couvertes au moins 70-80%, d'autres régions comme le Nord-Est, l'Ouest et autres étaient couvertes parfois à 15, 20 ou 30%. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est couverte de façon globale, là où il y avait des déficits, au moins à 70% en énergie. Et en 2025-2030, nous serons couverts à 100%. Énergie électrique. Ceci pour permettre aux entreprises, quel que soit l'endroit où elles sont situées, de pouvoir disposer de l'énergie pour produire. En matière d'eau, nous étions couverts environ 50% en eau. Aujourd'hui, nous sommes à 80%. L'ambition, c'est d'être couverte à 100% en 2030. Au niveau de l'encouragement aux entreprises, la Côte d'Ivoire, depuis les années 60, a mis l'accent sur l'entreprise privée en mettant en place des réformes et des mécanismes pour encourager l'entrepreneuriat. Donc, le code des investissements, un code d'investissement incitatif, un code d'investissement qui permet à l'entrepreneur de capitaliser, de pouvoir juger de ses bénéfices, donc d'en disposer, de réinvestir ou de le rapatrier. Un code d'investissement qui progressivement a été mis à jour, élargi avec des codes spécifiques de code minier aujourd'hui, parce que la Côte d'Ivoire met l'accent aujourd'hui sur l'enseignement minière. Un code donc qui encourage l'entrepreneuriat. Les réformes au niveau juridique, par des mécanismes de règlement des conflits à l'amiable avec la Cour arbitrale, des mécanismes d'arbitrage tout à fait consensuels avec le tribunal de commerce afin d'éviter des grands conflits. Et donc, les entrepreneurs français sont les plus nombreux. En Côte d'Ivoire, nous avons près de 1000 entreprises françaises qui sont installées en Côte d'Ivoire. Ces entreprises contribuent pour près de 40% à l'assiette fiscale. Donc, nous tirons de nombreux intérêts avec une main-d'œuvre qui constitue près de 20% de la main-d'œuvre ivoirienne. Naturellement, nous travaillons à améliorer le cadre juridique, l'environnement des affaires par une meilleure sécurité, connaissant l'environnement que vous savez. Il est évident qu'avec la Covid, l'État de Côte d'Ivoire, comme la plupart des États, a dû renforcer les services sociaux en soutenant les entreprises, en mettant en place un plan post-crise qui a dû creuser son déficit. Mais, par rapport au PIB, nous avons un déficit qui est encore tout à fait supportable. Nous sommes à 49% de déficit par rapport au PIB. Nous avons encore une marge pour nous endetter et donc pour recevoir des investissements directs privés. Donc, mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire, depuis les années 60, a mis l'accent sur les infrastructures dans tous les plans et a mis l'accent sur les entreprises, connaissant et sachant bien qu'il n'est pas meilleur développeur des entreprises. Et le rôle de l'État, c'est de créer un environnement favorable qui sécurise l'investissement privé. Je vous remercie. C'est très gentil à vous. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup d'avoir respecté ta vie et aussi, on vous aurait accordé quelques secondes de plus si vous aviez voulu dire combien la réussite de la Côte d'Ivoire est exceptionnelle depuis une dizaine d'années, avec un taux de croissance constant de 7%. Aussi que la Côte d'Ivoire a un commerce extérieur excédentaire de quelques milliards de dollars d'euros, alors que la France, on vient encore d'enregistrer un déficit de 84 milliards à peu près. Donc, je vais passer la parole. Je m'excuse, je ne sais pas présenter nos éminents panélistes, je le ferai à mesure de leur prise de parole. À ma gauche, M. Étienne Giraud, qui est président délégué du CIAN, le Conseil français des investisseurs en Afrique, qui est une association d'entrepreneurs et d'investisseurs très importante en France. Ici, les Parisiens, vous le savez tous, mais n'oubliez pas que je le dis
certaines choses pour notre public Internet, qui est lointain, souvent, africain en fait. Et donc, il est aussi le président de l'EFCAM, qui est le CIAN, on va dire, à l'échelle européenne. Et d'ailleurs, il fera le discours de clôture du Business Forum, qui se tiendra vers le 15 ou 16, le 17, juste avant le sommet Europe-Afrique, pour lequel je vous poserai une question tout à l'heure, monsieur l'ambassadeur. Cher Étienne, si vous voulez nous parler des entreprises, du financement des entreprises, après on reviendra aux infrastructures avec Marie-Laure, etc. Merci Alfred et bonjour à tous à Paris et en Afrique. Le choix de commencer cette séquence de réunion des ambassadeurs africains à Paris avec la Côte d'Ivoire ne peut pas être meilleur, puisque comme disait quelqu'un de célèbre en France il y a une quarantaine d'années, je pense qu'en Côte d'Ivoire, tous les voyants sont au vert. Ce que j'espère simplement, c'est que ça finira mieux que ça avait fini il y a 40 ans, dans mon exemple précité. Tu m'as demandé de m'exprimer sur le financement des entreprises. Ceci est nécessaire pour tout ce qu'a dit monsieur l'ambassadeur sur la vision sur les infrastructures, l'importance de l'entreprise. Donc je voudrais simplement vous délivrer 2-3 messages sur ce sujet-là. Le financement des entreprises, c'est évidemment essentiel, puisque s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'affaires possibles et d'investissements possibles. Première idée que je voudrais partager avec vous, c'est que beaucoup de gens, à juste titre, les opérateurs se plaignent que c'est difficile de financer leurs investissements. Et pourtant, il ne manque pas d'argent en Afrique. Il ne manque pas d'argent en Afrique. Donc, ne passons pas trop de temps à trouver les moyens d'apporter des flux d'argent. Il y en a. Par les fonds d'investissement, par les bailleurs de fonds, par les fonds publics, par évidemment l'equity, le capital des sociétés, etc. Donc le sujet, c'est pourquoi les entreprises néanmoins se plaignent, parce qu'elles n'arrivent pas à trouver leur financement quand ils ont des projets. La première raison, je pense, c'est que s'endetter en Afrique présente 2 difficultés pour un chef d'entreprise. La première difficulté, c'est que l'argent est très cher. Je voyais encore l'autre jour un chef d'entreprise africain de taille modeste ou moyenne me disait que quand même son taux d'endettement va jusqu'à, selon les cas, 15 à 16%. Trouver une affaire ou un projet qui a un retour sur investissement de 15-16% pour payer les intérêts, plus les frais généraux, plus la rentabilité du projet, vous êtes arrivé assez vite à 25%, ça n'existe pas. Donc évidemment, on ne fait pas le projet. Alors on peut pleurer pendant des heures, mais on ne fait pas le projet. Voilà. Alors ceux qui ont une taille un peu plus grande, ils arrivent à emprunter à 7-8%, mais c'est très cher quand même. Hein. Je rappelle qu'ici, en France, on emprunte à 1-2% en ce moment en Europe. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qui est un obstacle, c'est les garanties. Nous demandons, ou le système demande aux chefs d'entreprise des garanties. Et en Europe, on peut donner un certain nombre de garanties en donnant ses actifs, en nantissant son fonds de commerce, en nantissant ses encaissements, etc. En Afrique, ça ne marche pas. Et assez vite, ça conduit à donner en garantie des dépôts, c'est-à-dire à mettre de l'argent pour garantir un emprunt, en partie en tout cas, ou à donner la totalité de ses actifs personnels. Et en général, les gens n'en ont pas toujours. Donc c'est un deuxième point. Alors pourquoi en est-on à cette situation? Ça n'est pas parce que les banquiers ou les banques sont des méchantes personnes et qu'elles se lèvent tous les matins en disant comment on va pouvoir serrer le kiki des entreprises. Ça n'est pas ça. Il y a deux... pour moi, il faut bien comprendre une chose. Je suis administrateur d'une banque, donc je le vois à l'intérieur, je peux vous dire que ce que je vous dis, c'est du vécu. Une des raisons pour lesquelles... Enfin, il y a 2 raisons pour cette situation que j'ai décrite. La première, c'est qu'il y a quand même un coût de risque. Prêter de l'argent en Afrique est très élevé. Quand vous perdez 5 ans de bénéfices sur une affaire, parce qu'elle n'a pas été payée, vous y regardez à 2 fois. Et donc, c'est enfantin de demander à un banquier de financer une économie n'importe comment. Il ne le fera pas. Il y a une société, il y a des actionnaires, etc. Il va protéger ses intérêts. Et ça n'est pas parce qu'il est méchant. C'est juste parce qu'il ne peut pas faire n'importe quoi et prêter à n'importe qui. Car beaucoup de projets ne sont pas toujours de très bonne qualité. Donc ça, c'est le coût du risque qui est élevé. Et la deuxième chose, c'est, et ça, l'opinion ne s'en rend pas bien compte, c'est que la régulation bancaire et financière est extraordinairement sévère. Vous savez qu'elle existe déjà très fort en Europe, en Occident, aux États-Unis, mais elle est presque plus dure en Afrique, paradoxalement. C'est pas du tout la jungle. On a un régulateur qui vient tous les trimestres vérifier que les provisions sont bien passées, qu'on n'a pas dépassé les engagements,
Il faut connaître l'origine des fonds et du capital de tous les clients. Ça s'appelle Know Your Customer. Vous devez regarder, et vous faites après, qui est derrière un actionnaire. Si par hasard, il y a un actionnaire qui est au Liban ou dans un paradis fiscal, pas de rente. Donc, la régulation pèse très lourd et est très compliquée. Voilà. Donc ça, c'est la première chose, c'est le système bancaire. Alors, pour répondre à ça, je pense qu'il faut, non pas lever le pied sur la régulation, parce qu'on a été bien placé, on a payé trop cher en 2008 pour voir ce que ça donnait qu'à l'absence de régulation, mais néanmoins, mettre peut-être un peu de souplesse, parce que quand il y a des situations de crise, qu'il faut relancer l'économie, ou qu'il faut financer des investissements vitaux, il faut peut-être alléger un peu quelques secteurs ou domaines de la régulation. Quant aux garanties et à la baisse du risque, c'est évidemment la garantie qui est la réponse, parce que si un banquier voit un risque et qu'il ne peut pas prêter parce qu'il y a un risque, à partir du moment où vous donnez une garantie, il va prêter. Et donc là, je me tourne vers tous les acteurs qui sont à côté de moi ici. Il y a beaucoup d'outils là-dessus, mais la question d'aider les entrepreneurs à présenter des garanties est absolument essentielle pour financer les entreprises. C'est le premier point que je voulais dire. Le temps passe, je passe au deuxième point. Le deuxième sujet, c'est qu'il faut que les finances publiques aient aussi des ressources, que les États aient des ressources. Là, on parle des entreprises. Pourquoi il me parle de l'État? L'entreprise, elle fait ce qu'elle veut. Non. Si l'État n'a pas les ressources pour financer ses propres dépenses, financer ses propres investissements, il n'y aura pas de marché pour les entreprises. Si l'État n'a pas suffisamment d'argent pour financer l'environnement économique du pays, la formation professionnelle, les infrastructures, ça a été dit, un état de droit, financer la justice, etc., l'environnement général ne marche pas et est un frein aux investissements. Vous allez me dire, c'est des généralités, mais non, ça se traduit tout ça par des décisions très concrètes que l'on peut prendre. Et puis, je dois aussi dire qu'on le voit avec la crise. Comme vous le savez, l'Afrique a été moins touchée par la crise sanitaire que d'autres pays dans le monde, largement moins. Mais néanmoins, quand vous regardez ce qui s'est passé en Europe et en France, avec le quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire c'est quand même les 150 milliards d'euros qui ont été déversés dans l'économie, à juste titre, et du coup, il y a de la croissance, le chômage n'a jamais été aussi bas en France, etc. Bon. Eh bien, l'Afrique et les pays d'Afrique, y compris la Côte d'Ivoire, n'ont pas la capacité et la ressource soit de s'endetter, soit de trouver les fonds pour refinancer et relancer leur économie. Et donc ça, c'est un sujet qui est le financement des États. À la conférence sur le financement des pays africains à Paris au mois de mai dernier, ce sujet a été évoqué, et vous savez qu'il y a eu deux voies qui ont été fléchées. La première, c'est d'attribuer, si possible, 100 milliards d'euros de droits de tirage spéciaux aux pays africains, provenant des droits de tirage des pays occidentaux. C'est en bonne voie, mais on n'est pas encore aux 100 milliards, je crois. Ça, c'est vraiment à espérer. Alors vous allez peut-être dire, mais tout ça, c'est bien gentil, mais on est tellement loin, 100 milliards d'euros aux États, on ne va jamais toucher 20 centimes. Si, ça va alimenter les ruisseaux du financement de l'État pour la raison que je viens de dire. Et puis la deuxième chose, c'est évidemment le financement des bailleurs de fonds, qui doit être orienté vers des investissements efficaces et, si possible, en mettant beaucoup plus le secteur privé dans les circuits. Troisième idée, on a 18 minutes, il m'en reste une. Troisième idée, c'est l'affaire des devises. Pour faire des investissements, pour faire du business, pour faire des affaires, il faut pouvoir importer, et surtout en Afrique, beaucoup d'intrants sont nécessaires pour alimenter le flux économique de la production. Faut-il affaire en Afrique, vous allez avoir besoin d'apporter 20, 30 ou 40% de vos matériels pour faire votre production, si vous êtes en production, par exemple. Bon. Ou même en agriculture, des engrais, etc. Donc il faut des devises. Alors les devises, ce n'est pas l'entrepreneur qui les trouve, il va à la banque, il cherche des devises. Et donc pour avoir des devises, il faut deux choses. Il faut une économie, une monnaie, convertible, d'abord, et assez stable. Donc on peut se féliciter, ça c'est mon dada, peut-être les trois quarts de la salle ne vont pas être d'accord avec moi, mais on peut se féliciter qu'il y ait dans la zone franc une monnaie stable et convertible. Je n'ai pas peur de le dire, on peut faire aussi de la politique, on peut dire que le franc CFA, c'est qu'elle lui passer tout ce qu'on veut, et je pense que le futur ECO va corriger une partie de ces défauts-là en termes de gouvernance et autres, mais la convertibilité et le taux de change fixe, c'est une condition absolument sine qua non. Regardez d'autres pays africains qui voient leur monnaie fondre de 40% en un an, pardon, si vous faites des investissements et que vous endettez à l'extérieur, les boursettes sont en monnaie locale,
et que la monnaie se dévalue de 40%, vous avez perdu 40%. Si vous anticipez ce risque, vous ne faites pas l'investissement. Donc c'est la troisième raison. Une monnaie stable, donc je reviens à l'envers, je repasse le film à l'envers, une monnaie stable, hein. 2, des ressources suffisantes à l'État pour financer l'économie et faire des investissements. 3, des banques qui font leur travail, mais elles le font avec un petit peu de légèreté ou d'allègement des procédures et la baisse du coût du risque par les garanties. Voilà, Charles. Super, Étienne. Merci beaucoup. Il reparlera tout à l'heure des solutions que le SIAP et l'EPCAM préconisent, leur plaidoyer vis-à-vis des autorités. Et on va maintenant écouter Marie-Laure Mazou, qui est à gauche de son Excellence, il y a du temps, je trouve. Marie-Laure, qui est depuis quelques mois plus à droite de son Excellence. À droite, pardon. C'était le film à l'envers. Non, mais tu m'as... Pardon. Donc, qui est PDG depuis quelques mois de STOA, le Fonds d'investissement infrastructure et énergie. On a parlé, on a échangé avant cette conférence. Moi, je suis étonné de la sérénité de l'investisseur de long terme que vous incarnez aujourd'hui ici. Et donc, parlez-nous-en, et puis, qu'est-ce que vous faites en Afrique actuellement, en gros, vos activités et votre perception de la Côte d'Ivoire aussi. Je crois que ça va nous intéresser. Merci beaucoup Alfred pour cette invitation. Monsieur l'ambassadeur, ravi de vous rencontrer. Bonjour à tous ici et en distanciel. Je suis vraiment ravie de participer à cette conférence parce que je me rappelais à quelques-uns que j'ai rencontrés. En fait, mon premier voyage en Afrique, c'était il y a 35 ans. Et c'était en Côte d'Ivoire. C'était une coopération franco-ivoirienne dirigée par le président Philippe Koulibaly, qui avait mis en relation l'EDEC et l'École supérieure de commerce d'Abidjan. Et j'ai eu, à cette occasion, je crois que j'avais 20 ans, 21 ans, de passer 15 jours là-bas et de découvrir l'Afrique et surtout la Côte d'Ivoire à cette époque, en plein boom, je crois que c'est en 1988. Et effectivement, découvrir son industrie, l'ananas, cacao, je me souviens, les bouillons magiques, voilà, et puis aussi sa formation et de pouvoir aussi échanger avec, à l'époque, des étudiants comme moi en école supérieure de commerce. Donc ça me rappelle de très très bons souvenirs et j'y suis restée fidèle puisque j'ai pas mal travaillé depuis sur le continent africain. Quand STOA s'est créé, c'était assez naturel pour moi de revenir pour prendre la direction générale de cette structure et accompagner son développement. Pour parler plus concrètement de STOA, donc ça fait 4 ans qu'on existe. On a été créé par l'AFD et la Caisse des dépôts dans le cadre d'un rapprochement entre ces deux maisons et de créer des véritables coopérations pour avoir une filière et un bras en fait pour accompagner l'investissement et le développement des infrastructures et l'énergie sur les pays émergents avec une priorité Afrique. À l'époque, ça a été annoncé, les premiers discours de Emmanuel Macron à Ouaga, son premier déplacement en octobre 2017. Il y a beaucoup de gens qui ne croyaient pas vraiment à ce que nous sommes devenus depuis, et 4 ans après, on est quand même assez fiers de ce qui a été, je dirais, réalisé. On tient nos objectifs, à savoir qu'on doit faire 50% de nos déploiements de fonds sur l'Afrique. Donc on a 600 millions d'euros à déployer, on en a pour l'instant déployé 350, enfin engagé 350. Et il y a quasiment la moitié sur l'Afrique. On est entre 45 et 50%. Enfin, on essaie de tenir le cap. On a investi sur des projets à co-bénéfice climat. Là, on est largement au-dessus de nos objectifs. On a un objectif minimum de 50%, mais on est plutôt aux 2 tiers, voire 3 quarts. On a sur le continent africain cette présence, cette participation sur les 11 qu'on a bouclés aujourd'hui. Le reste est entre l'Amérique latine et l'Asie du Sud-Est. On n'est pas encore présent en Côte d'Ivoire, mais on ne désespère pas, on y travaille. Et effectivement, sur plusieurs opportunités, on regarde bien évidemment
des sujets de transport urbain et de transition énergétique, notamment à travers le plan d'action national des énergies renouvelables qui a été mis en place en 2016-2030, sur lequel on peut apporter notre expertise. On est présent en Afrique à travers plusieurs participations à un barrage au Cameroun, qui est Nachtigal, une plateforme éolien et solaire qui est JCM Power. Là, on est présent en Malawi où on a 100 MW en exploitation qui sont entrés en exploitation en fin d'année fin d'année dernière et début de cette année. On est également présent à travers une plateforme avec CARE qui s'appelle Make It Happen in Africa. C'est vraiment ambitieux comme plateforme, et on a commencé un premier projet qu'on a closé au Burkina Faso. Donc vous voyez, il faut avoir des reins solides, et on a déclaré la notice to proceed. Donc voilà, il y a une fois 24 MW et 18 MW, mais on souhaite accompagner ce pays dans sa transition énergétique. C'est important. Moi, j'étais sur place au mois de juin. Donc, on accompagne ces sujets-là. Et sur la Côte d'Ivoire particulièrement, il y a plusieurs sujets qui nous intéressent. On est sur des projets de biomasse. Voilà. Et on espère qu'on va pouvoir accompagner un développeur prochainement et qui va pouvoir signer son MOU et son PPA. On a regardé les sujets d'aéroport à un moment où on pensait étendre la concession. Finalement, ça se fait sur financement public, mais c'est une filiale du groupe Caisse des Dépôts qui est opérateur, Aegis, et donc voilà, on a suivi ces sujets-là, et on regarde bien évidemment les sujets de transport urbain, et notamment parce qu'il y a un maillage très très important de transport urbain, à la fois avec des financements publics, mais également la volonté de développer des financements privés, notamment sur tout ce qui est BRT, bus à haut niveau, de standard. Marie-Laure, je vous propose de se recentrer sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Et on va discuter un peu l'ordre des choses qu'on avait prévues. Vous allez poser votre question à son Excellence. D'accord. Je vous laisse. D'accord. Voilà, donc nous sur on est véritablement tourné vers les infrastructures. On cherche effectivement des projets. Et ma question, c'est comment, justement, sur les initiatives PPP plus en amont, voilà, et vous accompagner, être informé de ces initiatives, et en tant qu'une société privée mais à capital public, voilà, qui a parmi un financeur comme l'AFD, on peut accompagner le fonds souverain et aussi des initiatives publiques en mixant public et privé sur les partenariats. Monsieur l'ambassadeur, vous avez 3-4 minutes. Ça vous va? Très bien, merci Madame pour votre question. D'abord, avant de venir à la question que vous m'avez dite, pour réagir à l'intervention du président Michel, je veux dire que, effectivement, l'argent coûte cher en Afrique. Et il faut que les États puissent avoir une capacité d'autofinancement, qu'ils aient des ressources propres. Et de ce point de vue, la Côte d'Ivoire, en raison de sa politique courageuse sur l'agriculture, a des ressources. Nous avons des capacités d'autofinancement qui nous permettent d'envisager une prospérité des entreprises, par exemple au niveau de l'infrastructure, les routes, les écoles, les universités, tout ce qui est investissement social, c'est supporté par les ressources de telle qualité. Il n'empêche que nous avons des financements qui sont faits par la Banque mondiale, le FMI et d'autres bailleurs. Mais de capacité d'investissement en propre nous permet, parce que nous sommes capables de culture de cacao. Nous avons d'autres ressources liées au minerai, liées au cacao, au café, à l'EVA et ainsi de suite. Et puis nous avons quand même une contribution fiscale assez importante qui nous permet de nous autofinancer. Évidemment, madame, sur la question des partenariats
partenariat public-privé, la Côte d'Ivoire, depuis le président Alassane Ouattara, développe très fortement ce type d'investissement qui sont des investissements gagnant-gagnant. Nous prenons par exemple le troisième pont d'Abidjan qui est appelé le pont Aléconami. C'est un pont qui a été, avec un péage, qui a été construit dans un cadre d'un partenariat public-privé avec Bouygues. Et aujourd'hui, ce sont des millions de véhicules qui traversent ce pont par jour. Et donc, la capacité des investisseurs de s'auto-rembourser est très forte. Il y en a de même pour l'autoroute du Nord, avec également des péages qui permettent également aux partenaires qui financent le projet de pouvoir se rembourser. Dans le cadre de l'énergie, la Côte d'Ivoire envisage également des partenariats publics-privés. Dans des projets agro-industriels, la Côte d'Ivoire envisage des partenariats publics-privés avec la mise en place de parcelles importantes, avec des baux amphithéotiques qui peuvent aller à 90 ans renouvelables, sans compter que des exonérations fiscales sont accordées à ces entreprises avec des facilités d'importer de façon tout à fait auto-référentielle. Donc, le CPC, qui est le centre des affaires de Côte d'Ivoire, qui encadre toutes ces conventions, existent, elles fonctionnent et analysent les demandes de partenaires publics. Donc, nous sommes tout à fait disposés à analyser cette question. Ben voilà une formidable réponse, d'autant que STOA prend des initiatives. Nous devons proposer des projets aux États. Donc voilà, vous êtes trouvé. Monsieur Collin, je vais vous passer la parole. Merci. Si vous êtes disponible, c'est bon. Je suis jaloux en fait de la technique d'Étienne et donc je mets mon chronomètre. Alors, ça, c'est exactement, parce qu'en fait j'ai vu une technique et du coup un respect absolument parfait du timing. Il m'a rattrapé une minute. Voilà, c'est ça. Alors, 7 minutes, s'il vous plaît, monsieur Collin. Alors, c'est parti, je mets 8 quand même. Oui, ah ouais, d'accord. On a déjà pensé. Alors, semblant pour les présidents de Afrique Invest Europe, c'est la partie d'Afrique Invest qui accompagne des entreprises françaises qui se projettent vers le continent africain dans un esprit de co-entreprise, création de filiales, enfin, en tout cas, c'est pas juste du commerce, c'est de la coproduction. Voilà. Je vous laisse nous expliquer tout ça. Voilà, donc très rapidement, Afrique Invest, c'est un fonds de capital investissement qui gère à peu près 2 milliards d'euros, qui a été créé il y a 28 ans à Tunis et qui s'est étendu sur le continent africain. Aujourd'hui, c'est 8 bureaux sur le continent, dont un en Côte d'Ivoire, depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années, qui a réalisé à peu près 200 opérations, plus d'une centaine de sorties, et qui investit en Afrique des tickets entre 20 et 40 millions d'euros dans des PME et des ETI africaines. Et l'objectif, à chaque fois, c'est de les développer sur l'ensemble du continent. C'est donc d'amener des sociétés tunisiennes à se développer en Côte d'Ivoire ou d'aider des compagnies ivoiriennes à se développer en Afrique de l'Est, par exemple, où nous avons un bureau à Nairobi. Et ce savoir-faire, depuis 28 ans, de déplacer, d'investir dans des sociétés africaines, des euros, et puis de les ressortir pour nos investisseurs et de faire du retour, en tout en créant, nous on le pense, de l'impact très positif sur le continent, de l'emploi, de l'égalité, de la fiscalité et une base fiscale pour les États. Ce savoir-faire de finalement investir sur le continent et de déplacer des PME et des ETI sur l'ensemble du continent, avec l'aide d'Isabelle à côté et de BPI France, nous avons apporté ce savoir-faire à des acteurs très particuliers qui sont les PME et les ETI françaises. Et l'idée était que les grands groupes français, vous l'avez dit, monsieur l'ambassadeur, les grands groupes français en général savent faire. Ils sont puissants, ils ont l'aide du Sion. Finalement, il y a un savoir-faire qui est là depuis une quarantaine d'années. Et leur succès est fort, que ce soit Bouygues ou que ce soit dans la construction, l'agroalimentaire, les banques, etc. Mais les PME et les ETI françaises, et là on va donner une définition très claire pour que je ne sois pas inondé de mails
de gens qui font 300 000 euros de chiffre d'affaires et 5 000 euros de profit. Donc nous avons une définition de la PME et de l'ETI, c'est au-delà de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires pour une PME française. C'est-à-dire ce niveau dans lequel vous êtes déjà stable, installé, vous gagnez beaucoup d'argent en France, et vous pensez que vous avez un produit, un service qui est finalement, excusez-moi du terme, designé pour le continent. C'est pas toujours le cas. Parce que si vous pensez que vous allez attaquer la Côte d'Ivoire avec votre produit français, que vous vendez très bien, ou dans la grande distribution française, ou des services à des entreprises françaises, et que vous allez faire exactement pareil en Côte d'Ivoire, ça n'a pas marché. Donc il faut déjà identifier que votre produit, votre service a du sens sur le continent africain. Sinon, cette projection, nous on pense que ça ne marche pas. Si vous l'avez, ou si vous pensez, eh bien à ce moment-là, il y a un deuxième problème, c'est le problème de l'actionnaire. C'est que toutes ces PME qui ont les bons produits et les bons services, elles ont des actionnaires. Et ces actionnaires, en général, c'est ou des familles, donc les managers, les entrepreneurs qui ont fondé ces entreprises, ou des fonds d'investissement. Et alors là, l'Afrique, excusez-moi, ça fout les jetons. Et donc quand le manager dit à son actionnaire « Ah, j'ai le bon produit, j'ai le bon service, donc on va aller le déployer en Côte d'Ivoire », ça bloque. Parce que dans le 8e arrondissement, je vous donne une news, l'Afrique, ça fait peur. Et si votre projet, le problème n'est jamais au niveau des dirigeants, des managers. Ils ont tous envie de prendre l'avion, ils ont tous envie de s'installer en Afrique, ils ont tous envie de... Il y a une envie, il y a une capacité, on a les bons managers. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas les bons actionnaires. Et l'idée forte du projet des fonds franco-africains, c'est de devenir actionnaire de ces sociétés françaises et de leur dire, vous avez un ami au niveau des actionnaires. Si vous avez des fonds d'investissement français à votre capital, pour qui l'Afrique, ce sera compliqué d'accepter d'aller déployer de l'argent, des euros, en monnaie plus ou moins convertible, avec un risque fiscal, politique, tous les risques sont réels. Nous, on n'est pas africanophile, on est africanophile. Par contre, comme ça fait 28 ans qu'on est sur le terrain, on pense qu'on peut les mitiger et convaincre cette communauté actionnariale de valider les projets, de valider des présences, de valider des investissements, de valider des flux entrants sur le continent. Nous avons levé un fonds 1, puis nous l'avons investi dans 8 sociétés françaises, et puis nous avons levé un fonds 2, encore une fois avec l'aide de BPI, et nous avons investi dans aujourd'hui déjà 4 sociétés, et nous en continuons la levée pendant toute l'année 2022. Je vous donne 2 exemples pour que j'espère que cela soit plus clair. Nous avons investi dans une entreprise qui est dans le domaine de la santé, qui conçoit, design, fabrique du petit matériel médical. Il se trouve que c'est la société qui a inventé le tensiomètre, qui s'appelle Spengler, ça a été fait en 1907. Ce groupe, Spengler-Roltex, ils vendent des tensiomètres, des oxymètres, des thermomètres, partout dans le monde, surtout en France, et puis un peu partout dans le monde. Et pour 15 à 20% de son chiffre d'affaires, il le fait en Afrique. Super, il a le bon produit. Comment il le vend? Il le vend en répondant à des appels d'offres que les pays émettent en général pour leur système de santé. Ces appels d'offres sont en général financés par ces fameuses agences de développement. Disons, ça y est, tu as l'argent, tu as besoin de tensiomètres, d'oxymètres, qui ne soient pas des chinoiseries où on n'entend pas le cœur battre, bon, on va dire on va faire un truc bien. Et à ce moment-là, il y a des assembleurs et puis des gens qui disent bah alors il faut des tensiomètres, il faut des lits d'hôpitaux, il faut une salle blanche, etc. Puis on répond à ces appels. Sauf que ça ne prend pas en compte le besoin fondamental de tout le système de santé ivoirien, pour prendre l'exemple auquel je vais arriver, qui est le tout venant. Il y a énormément de médecins qui ont des vieux tensiomètres il y a 20 ans, 30 ans, de ces vieux programmes, et qui ne marchent plus. Ils en veulent un. Et là, où est-ce que je trouve un tensiomètre? Il n'y en a pas, en fait, sur place. Si ce n'est encore une fois la chinoise. Le problème de Spengler-Roltex, c'est que depuis 20 ans que ça existe, enfin depuis 100 ans que ça existe, depuis 20 ans que c'est dans les fonds d'investissement, aller s'installer en Côte d'Ivoire, c'était juste impossible pour les fonds d'investissement qui faisaient. Le fonds, la société a changé de main, c'est un fonds de Rothschild qui a racheté. Et bien nous avons investi à leur côté, il y a moins d'1 an, avec le fonds africain 2. Et depuis 8 mois que nous sommes actionnaires de cette entreprise, qu'est-ce qu'on a fait? Notre bureau de Côte d'Ivoire, qui est installé depuis 15 ans, nous a aidé à monter une filiale. Nous y avons donc ouvert une filiale et nous y avons déplacé du stock pour plus de 100 000 euros. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 100 000 euros de stock de notre entreprise qui est à Abidjan. Pour ça fout les jetons. On s'est dit, oh là là, le stock, il va aller où?
Il se trouve qu'Afrique Invest, on a investi il y a 3-4 ans dans une des principales sociétés de logistique, les Centaures routiers, pour ne pas les nommer. Ben, ça fait moins peur. On leur a dit, le stock il va être géré par une société qui est aussi détenue en partie par ton actionnaire de référence. Aujourd'hui, c'est un carton. C'est-à-dire que ce stock s'écoule à tout venant. Donc nous, pour Afrique Invest, c'est une bonne opération. Pour Spengler Holtec, c'est une excellente opération. Et nous pensons pour la Côte d'Ivoire, c'est une excellente opération, parce que vous allez faire beaucoup d'impôts sur ces ventes. Voilà un premier exemple. Je vous donne un deuxième. Nous avons investi, il y a un peu moins d'un an, dans le numéro 2 français de l'éclairage public. La société s'appelle Rani, elle est basée dans le sud-est de la France, et pour à peu près 70 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus de 60 est réalisé en France, donc c'est des magnifiques éclairages publics que vous voyez dans Paris, à Nice, etc. Pour 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, ils les vendent un peu dans le monde, très difficilement en Afrique. Pourquoi? Parce que ce sont des produits très chers, fabriqués, ce n'est pas évident de rentrer dans ce marché africain. Il y a moins de 4-5 ans, ils ont investi dans une filiale du solaire, d'éclairage solaire. L'éclairage solaire, il y a 5 ans, ça ne marchait pas. La batterie ne marchait pas, les ampoules ne marchaient pas, et le panneau solaire ne marchait pas. Super investissement. Oui. Sauf qu'aujourd'hui, les batteries, grâce à M. Musk, ça cartonne. Les LED, c'est aujourd'hui non seulement ce qui fait le solaire, mais c'est ce qui fait aussi l'éclairage public traditionnel. Et les panneaux solaires, en 5 ans, ont fait des progrès phénoménaux. Donc aujourd'hui, on a le bon produit pour l'éclairage public en Afrique. Car non seulement votre panneau solaire, il va pouvoir prendre de l'électricité, parce que il y a beaucoup de soleil, ça n'a pas la peine de le savoir, mais en plus, il est off-grid et il va pouvoir fournir de l'électricité au village pour le reste de ses besoins. Rani, depuis que nous avons investi, vient de gagner un contrat de plus de 30 millions d'euros. Je vous rappelle que la société fait 70 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais le contrat fait 30 millions d'euros. Pour l'instant, il est au Sénégal. Notre excellence. On va peut-être essayer de gagner celui de Côte d'Ivoire. Ouais, très bien. Voilà l'objectif aujourd'hui de ce type de projet. Sans actionnaires africains, ces PME françaises sont castrées dans leur développement sur le continent. Il faut débloquer le verrou actionnarial de ces PME et de ces ETI françaises. Oui, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais c'est 90% de votre équipe, ce sont des Africains. Alors le groupe Afrique Invest, c'est 90 personnes. Je suis le seul... Voilà, pour la diversité, je sers de diversité dans l'autre sens, donc c'est super. Voilà, moi je suis cette diversité. Mais pourquoi? Parce que la valeur ajoutée, elle est sur le continent. C'est des Algériens en Algérie, c'est des Ivoiriens en Côte d'Ivoire, c'est des Kenyans en Kenya. Parce que la connaissance locale, elle est faite par des locaux. Nous, on ne croit pas à la projection de Paris. Alors moi, chaque fois, on me dit, mais tu connais pas le ministre de l'Intérieur ivoirien? Je dis, moi, je le connais pas. On y revient après. Bien sûr. Il y a un deuxième tour de table. C'est fait court. On va passer la... 8 minutes. Non, vous avez dit bon. On va passer la parole à Isabelle, à votre droite. Madame Isabelle de Béard, directrice de l'International et Europe de BPI France. Alors, BPI France, c'est tout un écosystème qui s'adresse à l'Afrique. Il y a des fonds AVRS, il y a de crédit export, enfin, il y a beaucoup de choses. Elle n'aura pas le temps de tout dire en 10 minutes, mais elle aura le droit à reprendre la parole aussi après. Isabelle. Je vais être très synthétique. Bonjour à tous et encore mille excuses pour mon retard. Donc effectivement, ça fait déjà longtemps que BPI France travaille en Afrique, y compris d'ailleurs les sociétés qui ont constitué BPI France à sa création. Mais en tout cas, à sa création en 2013, on a été créé le 31 décembre 2012 exactement. Nicolas Dufour nous a demandé de faire un plan Afrique parce qu'il était convaincu qu'il fallait aider les entreprises françaises qui voulaient aller travailler en Afrique. Et donc ce plan Afrique, il est fait de différents points, et en particulier c'est la mise en place d'outils de financement et d'accompagnement des entreprises françaises, mais aussi de l'écosystème économique africain quand on nous le demande. Je m'explique. Donc bien sûr, on a toute notre batterie d'outils classiques de financement des entreprises en France. On fait de la garantie, on investit au capital, on prête de l'argent, on fait de l'assurance aussi export.
on fait du financement de l'innovation. On fait aussi, des produits qui sont dédiés bien sûr à l'export. Donc on a par exemple l'assurance prospection, que vous connaissez peut-être. Donc en fait, pour vous permettre justement de faire de la prospection partout dans le monde, et ça bien sûr ça marche en Afrique, on vous fait une avance, plus ou moins 50% des montants nécessaires pour la prospection, et que vous remboursez en partie en cas de succès. On fait aussi du crédit export, donc on prête de l'argent à des entreprises ou des gouvernements, à des entreprises privées, publiques, des gouvernements, qui achètent des produits et des services qui ont une part française de 20% minimum. Donc là, on va de 1 million à 70 millions d'euros. Et ça, c'est 80% de notre deal flow vient d'Afrique, en fait. C'est un produit qui est bien, en fait, comme le disait, comme ça a été dit tout à l'heure, il y a un problème il y a un problème de taux de prêt des banques. Et c'est vrai que, comme le disait Étienne, les taux en France sont plus intéressants que les taux en Afrique, dans la plupart des pays africains, malheureusement. Et puis, on a notre dispositif de capital investissement. Donc, on investit depuis, alors là, ça a commencé en 2002, on investit dans des fonds de private equity africains. Et donc, bien sûr, on est un partenaire assez ancien d'Afrique Invest. C'est accompagné dans toute une série de fonds. Et juste, je précise, Afrique Invest, c'est vrai que vous faites des tickets à partir de 20 millions, mais vous faites aussi de l'innovation, des startups, avec votre fonds KT Africa Venture. Et donc là, nous, voilà, on a investi dans maintenant une vingtaine de fonds en Afrique, qui ciblent les startups africaines, les PME et les ETI africaines. Et notre objectif, au-delà d'être un investisseur avisé, c'est bien sûr de pouvoir connecter ces entreprises africaines avec les entreprises françaises dans une logique de partenariat. Alors ça peut être un partenariat pour aller de la France vers l'Afrique, ou un partenariat aussi pour aller de l'Afrique vers la France. Donc voilà, on a c'est vraiment une relation, gagnant-gagnant, c'est un terme qui est un peu galvaudé, mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'on essaie de faire, voilà, on essaie d'appuyer les entreprises françaises qui vont en Afrique, mais on a aussi et pour cela, on met en place un dispositif qui finalement finance aussi des entreprises africaines. On parle aussi d'accompagnement. On a créé un accélérateur, on a plusieurs accélérateurs partout en France. On a un accélérateur national, mais on a aussi un accélérateur Afrique. Donc on accompagne les entreprises françaises pendant 18 mois. On fait du coaching, de la formation, de la mise en réseau, du conseil, bref, pour les aider justement à bien appréhender le marché africain et à réussir sur ce marché africain. Et puis peut-être le dernier point. C'est la plateforme européenne. Oui, alors exactement, il y a peut-être deux derniers points si j'ai encore 2 minutes. Il y a cette plateforme Euroquity, donc c'est une plateforme digitale qui a été créée en 2008, qui est une plateforme de mise en relation des entreprises avec leur écosystème. Alors ça fait un peu jargon, c'est en fait des entreprises, avec des investisseurs, et des entreprises aussi avec d'autres entreprises qui peuvent être leurs partenaires commerciaux, leurs fournisseurs. Et cette plateforme, elle a plus de 20 000 entités inscrites. Elle est très forte en France et en Europe. Sur ces 20 000, on a plus de la moitié qui ne sont pas françaises en fait. Et elle se développe beaucoup en Afrique. On a commencé déjà il y a 4 ans avec un partenariat avec Attijari Mofaban qui a créé sa communauté de clients sur Euroquity. Mais on a aussi maintenant, on travaille avec le Rwanda, avec la Tunisie, avec la Côte d'Ivoire, bref, on développe cette plateforme partout. Il y a aussi une plateforme à Paris qui s'appelle Francophile, à laquelle participe notre ami Denis Deschamps. Et Isabelle m'avait dit qu'elle serait ravie de voir avec vous comment vous accueillir aussi.
si vous le souhaitez, bien sûr. On va passer la parole à Marc Tessier-Dorfeuille, qui est le président fondateur du club PPP, Partenariat Public-Privé africain. Et le partenariat public-privé, nous le rappelait tout à l'heure, c'est une invention qui remonte au moins à Romain, avec les ponts à péage. Et l'Afrique a une forte appétence, il s'en réjouit, et va nous parler de l'état de l'art à ce jour. Et aussi, vous poserez, Marc, votre question à l'ambassadeur pour on peut vous faire un peu les choses comme ça. Allez-y. Merci Alfred et bravo pour cette initiative, monsieur l'ambassadeur. Je me réjouis de vous rencontrer parce que dans le partenariat public-privé, il y a le privé, beaucoup de gens sont là, et les investisseurs, mais il y a le public et vous représentez l'État en France. Et je sais combien aujourd'hui on doit continuer de renforcer nos relations. J'ai entendu avec beaucoup d'intérêt ce que vous avez dit, parce que je pense comme vous sur le fait que l'Afrique fait peur. Et moi je dis n'ayez pas peur, et c'est plus que jamais il faut y aller. Et je crois d'ailleurs, je suis prêt à prendre un deal avec tout le monde, que la période post-Covid et la visioconférence peut réconcilier le Nord et le Sud en faisant des pré-rencontres par visio sans que ça coûte trop cher ni de déplacement, en trouvant l'investisseur et la boîte avec qui on a envie d'aller demain avancer sur le continent, en se disant tiens, ça fait un mois que je discute avec lui, j'y vais parce que là on se comprend plutôt que partir avec sa valise, son avion et de peur de faire ce premier pas. J'ai une intime conviction que les choses peuvent bouger. Alors, monsieur l'ambassadeur, vous avez dit, monsieur Houphouët-Boigny, vous l'avez rappelé, disait que les routes précèdent aujourd'hui le développement, et c'est vrai que nous croyons beaucoup au partenariat public-privé. J'anime depuis longtemps le Forum africain des infrastructures qui a lieu régulièrement à Abidjan. J'étais en novembre, et vous êtes un des pays les plus avancés en matière de PPP, avec une équipe extrêmement aboutie, avec des lois qui ont évolué plusieurs fois, avec l'intégration du marché de partenariat. Et moi, ce que j'aime, c'est faire les liaisons et les relations entre ce qu'on entend. Aujourd'hui, j'ai entendu deux choses qui m'ont beaucoup intéressé. Vous, monsieur, parce que vous êtes en train d'investir dans une société d'éclairage public, et en France, 30% des collectivités ont utilisé le PPP pour faire de l'éclairage public depuis 10 ans. Donc pourquoi n'irions-nous pas voir le gouverneur d'Abidjan ou le maire pour lui dire pourquoi vous ne feriez pas un PPP pour accélérer le déploiement des bas d'éclairage public qui ne sont pas, en effet, un PPP marchand, contrairement au pont dont vous avez parlé, puisqu'en fait on a deux grandes catégories, et souvent il y a une confusion de la part des dirigeants, pas de la part des spécialistes, entre le PPP marchand qui va être payé par l'usager, c'est le cas pour les ponts, c'est le cas pour les autoroutes, c'est le cas pour les ports et les aéroports, le trafic des containers, des passagers et des avions va financer l'investissement initial sur une trentaine d'années, sur 20 ans, on regarde comment on avance. Et d'ailleurs sur le pont Henri Conan-Bédier, il y a eu quand même quelque chose d'extrêmement intéressant à noter, puisque souvent, et même comme en France, c'est l'État qui décide du prix. Et après, le variable d'ajustement, c'est le délai de la concession. Et vous savez qu'il y avait eu beaucoup de contestations sur les 1000 francs à payer, et in fine, 48 heures avant, on a décidé que c'était 500 francs. Et bien sûr, ça remet en cause l'équilibre du contrat pour les investisseurs qui sont là. Mais la belle histoire quand même, c'est que la fréquentation prévue à 1000 € était de X, et in fine à 500, elle a été du double par rapport au prévisionnel. Donc il y avait quand même un gap sur lequel il fallait trouver une compensation, mais la baisse du prix a permis finalement de bouger. Et moi je crois beaucoup en effet aux investissements en PPP sur les routes. J'ai eu le plaisir d'aller à Aboisseau, voir M. Akawele. Et j'avais pris d'abord la route de la côte, alors elle était parfaite. Par contre la route intérieure, c'est une catastrophe. Parce qu'au moindre pluie, les routes sont balayées. Et je me suis dit, les Africains ont beaucoup d'argent. Beaucoup plus que chez nous. Parce que tous les ans, vous refaites les routes secondaires. Et je me suis dit, là, il y a un problème. Si on regarde sur 20 ans combien ça a coûté, je lui en ai parlé, tu marques une fortune. Je dis, mais faites un PPP sur 20 ans, même un paiement public, et investissez 2 fois plus dans la route au début, faites un bon drainage, et elle va durer beaucoup plus longtemps, et in fine, dans la dépense publique, vous aurez fait des économies. Ça, c'est le PPP social. Et je crois aussi beaucoup, alors vous avez l'université de San Pedro qui a été faite en PPP, il y a aujourd'hui la patronne actuellement le CNP-PPP souhaiterait d'ailleurs, et j'ai trouvé que la formule était bien, que chaque ministre fasse un PPP par an, pour en voir l'usage, la façon dont on peut l'utiliser, l'appréhension et la différence entre les PPP sociaux. On peut aller faire des écoles en PPP, on a fait des collèges en Seine-Saint-Denis en PPP, et je crois beaucoup à ce modèle. Le problème, et Étienne l'a rappelé, c'est le coût aujourd'hui de la dette.
c'est un immense problème. À 8%, c'est difficile de faire plus en un an d'investissement, même si on étale la dette sur 20 ans, parce que 20 ans à 8%, ça va être très très cher, on paye 2 fois l'ouvrage à l'arrivée. Donc là, il y a un problème. Et je n'ai pas la solution, mais je vois bien quand même, tu as rappelé les risques. Ce dont je suis sûr, c'est qu'il va falloir avancer. Demain, l'équilibre dans l'Afrique, c'est comme sur un tabouret. Il faut des investissements dans les infrastructures, il faut de la bancarisation, et il faut aussi des recettes. Et les recettes, elles passeront, notamment publiques, par une fiscalisation et par quitter doucement l'informel pour avoir des recettes, parce que sinon, vous ne pourrez pas financer les infrastructures publiques, en tout cas en PPP sociaux. Et je veux absolument porter, monsieur l'ambassadeur, l'idée d'aller sur des PPP vers les universités, vers les hôpitaux, vers des micro-investissements. Pourquoi pas regrouper par région, plutôt que faire un grand hôpital, décider de faire 10 petites cliniques, mais peut-être avec un seul opérateur qui permettrait d'amener de la santé dans les territoires. Et ma chère Marie-Laure, j'étais aussi à ce forum, et là j'ai presque peut-être un dossier pour toi, puisque tu me dis que les transports t'intéressaient beaucoup. J'ai rencontré l'exploitant qui a lancé ça depuis 2 ans, de la Lagune, par bateau. Je crois que c'est M. Bacalio, je parle sous votre contrôle. Et il y a aujourd'hui 15 000 personnes qui prennent le bateau pour gagner 2 heures d'embouteillage et traverser en 10 minutes la lagune. C'est génial écologiquement, c'est génial économiquement. Et il est persuadé qu'il y a la possibilité de transporter 250 000 personnes jour. Sauf qu'il a besoin de payer ses bateaux, d'investir et d'avoir un contrat long terme. Et là, on est dans le PPP transport, en effet, par concessif, par un équilibre entre le prix du billet, mais en même temps avec un avantage sur l'environnement, sur les embouteillages, extrêmement intéressant pour la ville. Si on a beaucoup moins de gens dans les voitures, qui passent beaucoup moins de temps dedans et qui peuvent traverser plus rapidement, tout le monde va s'y retrouver et le coût de cette traversée est intéressant. Donc moi je crois énormément, et alors nous souhaitons, monsieur l'ambassadeur, mais je crois qu'on n'est plus très loin de pouvoir y arriver, à avoir un club PPP installé en effet à Abidjan, d'une part parce que vous êtes un pays très en avance sur le sujet, d'autre part parce qu'avec la BAD, in fine, vous êtes la capitale financière, tout le monde vient là, et renforcer les échanges avec la sous-région et d'autres pays de connaissances, et relancer le RAF PPP, le réseau africain francophone des PPP, qui avait été lancé il y a 10 ans, avec un certain nombre de personnalités, des équipes PPP des ministères des Finances, ou rattachées d'ailleurs au Premier ministre et à l'imprimature. Vous avez d'ailleurs le docteur Ciel Estimé qui est aujourd'hui le monsieur PPP auprès de la primature chez vous, donc c'est important en matière d'investissement. Mais aujourd'hui, je me réjouis de voir de l'investissement public, de l'investissement privé, une volonté d'aller au sud. Je crois que par contre, il faut donner très très envie, et ensemble et collectivement on peut le faire. Merci Marc. Alors il a posé la question, il a anticipé sur le deuxième tour. Monsieur l'ambassadeur, on va répondre après. On va plutôt donner la parole à Étienne, qui a une question qui rebondit sur le propos de Marc, sur la fiscalité et donc le problème de l'économie informelle. Je laisse Étienne le dire. Alors, la question, je vais être très bref. On a parlé tout à l'heure de l'insuffisance des ressources publiques, dans les États africains. Une des raisons de cela, c'est que à peu près 50% seulement de l'économie représente la base fiscale pour les États, pour lever les impôts. Puisque, vous connaissez les chiffres de l'informel, en gros, ça varie selon les pays, mais c'est 50% du PIB des pays africains qui est informel et 50% formel. Mais accessoirement, c'est 80 à 90% de l'emploi qui est informel et 10 à 15% qui est formel simplement. Donc ça, c'est les chiffres. Alors, l'informel est un système qui, contrairement à son nom, fonctionne très bien et est en réalité très structuré. Et c'est une nécessité économique et sociale. Donc, ne vous méprenez pas, loin de moi, l'idée un peu populiste de critiquer l'informel, etc. Non. En revanche, il faut quand même regarder une chose, c'est qu'on ne peut pas développer durablement une économie, et rapidement, si l'État ne dispose comme assiette d'impôts que de 50% d'activité. Et deuxièmement, peut-on aussi durablement développer un État avec 80 à 85% de la population qui n'ont aucune couverture sociale. Donc, la lutte contre l'informel, d'ailleurs le mot est mauvais, je le retire. La politique de réduction de l'informel, c'est mieux ça, la politique de réduction de l'informel est, à mon sens, prioritaire. Donc, elle n'est pas très populaire, puis elle est très compliquée.
Et il me semble simplement que ce qu'il faut éviter, c'est la brutalité. De dire, tiens, demain, on va arrêter l'informel et on va commencer à taxer tout le monde. C'est la meilleure manière de l'encourager. Je pense qu'il faut faire vraiment un plan, et les bailleurs devraient le financer, sur le long terme, 10-15 ans, en faisant comprendre aux entrepreneurs qui, au fond, n'ont rien contre le formel en tant que tel. Ils ont contre les impôts, simplement. Et si on leur apprend, si on leur explique que ça va monter tout doucement en 10-15 ans, et qu'en face de ça, ils vont avoir et des services, et une couverture sociale pour les salariés, ça peut peut-être marcher. Voilà. Mais donc, à la fin du cours, c'est que les États ont de l'argent. Alors, quelle est la politique? Pardon, c'est un petit peu long. Est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a une politique sur le long terme pour réduire cette masse, cette taille de l'informel en Côte d'Ivoire? Merci Étienne. Monsieur l'ambassadeur, vous voulez répondre? Oui, bien sûr. Merci. Je veux remercier notre ami de l'Afrique Invest de croire à l'Afrique. Et avant de répondre à la question du président Luciano, je veux dire qu'au mois de mai ou juin 2021, le Sénat français a organisé un colloque sur, disons, des opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Et ce sont des entreprises françaises, principalement basées en Côte d'Ivoire, qui ont porté leur témoignage pour montrer que l'environnement est tout à fait propice. Ces entreprises sont installées en Côte d'Ivoire depuis plus de 60 ans, 70 ans, 80 ans. C'est le cas du groupe La Fêtière, avec la société, la SEB, qui travaille dans le domaine de la banane. Récemment, le groupe Banane Ayotte s'est installé. C'est le cas de bien d'autres entreprises occidentales dans le secteur du cacao, Bali Calbo, Cargill. Et la seule unité industrielle française, c'est le groupe CEMOI. Et le patron du CEMOI était là pour dire les CEMOI, il en faut encore des vingtaines en Côte d'Ivoire. Parce que sur la chaîne de valeur du cacao, la Côte d'Ivoire, premier pays producteur de cacao au monde, réalise sur la chaîne de valeur 105 milliards de dollars. 105 milliards de dollars et seulement 3% reviennent à la Côte d'Ivoire. Ceci est dû au fait que sur la chaîne, la transformation est très faible. Donc, les entreprises françaises qui sont en Côte d'Ivoire depuis des décennies auraient pu comprendre qu'il y a là des choses à faire dans la filière de la transformation de l'agriculture. Hier, le ministre du Commerce disait que nous sommes passés dans la loi de Cajou au troisième pays producteur au monde avec plus d'1 million de tonnes. À peine nous transformons 10%. Donc ce sont des secteurs où il y a des parts de marché à prendre. Et je me réjouis du témoignage de notre ami sur le PPP. Moi-même, j'ai été ministre de l'Agriculture pendant 8 ans. Vous avez raison que chaque ministère est invité à développer des programmes et des projets pour être financés dans le cadre du PPP. Et moi, j'ai un dossier que j'ai cédé à mes successeurs sur la construction d'une grande bibliothèque. Et cette bibliothèque est construite va être construite dans le cadre d'un PPP. Et l'opérateur a ingénieusement, pour ne pas rentabiliser son affaire, dans le bâtiment qui va abriter la bibliothèque, il aura un hôtel et des appartements et des bureaux. Du coup, il rentabilise son investissement. L'État lui cède un terrain qui coûte près de 10 millions d'euros, mais il n'aurait jamais eu ce terrain s'il n'avait pas ce partenaire public-privé, sans compter les exonérations qu'il peut mettre en place. Donc, je peux témoigner de ce que dans tous les ministères, il est encouragé la mise en place des projets et des programmes en partenariat public-privé. Nous avons un conseil national de partenariat public-privé qui est une administration rattachée à la primature, et vous avez parfaitement raison. Et ce comité est tout à fait ouvert aux propositions de projets, comme vous l'avez dit, dans le cadre social, qui peut se financer progressivement.
Alors donc, vous avez raison, hein, Monsieur le Président du SIAM, que l'informel, en fait, c'est une économie sociale. Et la difficulté de nos États, c'est que ce n'est pas tout le secteur informel qui peut être rendu formel. Prenez des dames qui vendent la banane au marché, ces petites commerçantes au marché. Ce sont des entreprises. Elles payent des taxes à la mairie, peut-être 5 € par jour. Ces petits couturiers qui sont au marché, qui payent des taxes à la mairie, ils payeront peut-être 10 € par mois. C'est la contribution. Ils sont à l'impôt synthétique, pour parler plus simplement. Ils sont la plupart du temps enregistrés, ils ont un registre de commerce. Mais on crée un environnement entrepreneurial, social, pour que ces petits opérateurs puissent nourrir leur famille. Si ces opérateurs-là ne vont pas au marché, ces femmes ne vont pas au marché pour gagner peut-être 2 € ou 3 € par jour, ce qui représente environ 1000 francs, 1500, ils ne mangeront pas à la maison. Ils ne mangeront pas. Donc, dans ce qu'on appelle l'économie informelle, qui est encore 50% de la population, c'est la vie sociale de la Côte d'Ivoire. Le président de la République nous disait que quand on a mis les mesures de restriction, on a fermé les maquis, c'est les restaurants populaires qu'on appelle la bière des maquis, où la plupart, parce que ce sont des espaces culturels, nous, quand il a été mis la culture, je sais de quoi je parle, hein, c'est l'animation, c'est là que les artistes font leur promotion, donc c'est des endroits très conviviaux. Donc, quand on a fermé ces maquis, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que la pauvreté s'était fortement accrue parce que ces maquis, curieusement, employaient par jour près de 500 000 personnes. C'est 500 000 personnes qui se font de l'argent chaque jour. Voyez-vous? Donc, il est vrai qu'il y a des secteurs qui sont encore informels qu'on ne peut pas tolérer. Ce sont des jeunes qui ont fait des études, qui ouvrent leur boîte et qui ne les déclarent pas. Parce qu'ils craignent de payer trop d'impôts. On m'a dit, trop d'impôts tue l'impôt. Mais c'est par manque d'information. Et l'État de Côte d'Ivoire a mis en place un système d'information et même la télévision nationale fait des émissions hebdomadaires ou mensuelles qui est une émission produite par la Direction générale des impôts pour informer les opérateurs, surtout ceux qui créent des entreprises qui ne déclarent pas. Ils sauront que votre entreprise déclarée, vous avez une exonération en fonction du secteur d'activité qui peut aller jusqu'à 3 à 5 ans. Vous avez de l'assistance de l'État, vous pouvez avoir droit à des crédits d'impôt qui vous permettent de rembourser vos emprunts et pendant 4, 5, 6 ans, ne pas avoir à payer. Évidemment, quand ces informations sont rendues publiques, on a pu constater que de nombreuses entreprises se sont fait enregistrer. De nombreux commerçants se sont fait enregistrer. Les sociétés de transport qui étaient dans l'informel se sont fait enregistrer. Et donc, c'est un programme sur le long terme qui va absorber progressivement de vraies entreprises qui ne sont pas déclarées. Ces opérateurs eux-mêmes font l'expérience parce que même quand ils ne sont pas déclarés, ces entreprises, les agents des impôts les visitent et ils voient très bien les taxes qui leur sont imposées. Et parfois, des malins, sachant bien que telle entreprise n'est pas déclarée, mais ils les visitent régulièrement. Et à la fin, ils payent plus cher à des agents que s'ils étaient déclarés à l'État. Et quand ils font la comparaison, de bouche à oreille, ceux qui sont dans le même secteur et qui ne sont pas déclarés se déclarent. Donc, vous avez raison qu'il faut suffisamment d'impôts pour que l'État se finance. Mais il y a des secteurs qui ne sont même pas, alors qu'ils peuvent être fiscalisés. C'est par exemple l'impôt foncier. L'impôt foncier, l'État a fait des efforts importants pour fiscaliser le patrimoine foncier.
bâtis ou non bâtis, parce que la plupart du temps, ceux qui ont ce patrimoine ont des moyens pour payer. Et c'est l'effort que l'État fait de plus en plus pour élargir l'assiette fiscale. Sur l'informel, il y a l'informel social qui touche les femmes qui vendent au bord de la route, les jeunes filles qui ont leur palette, qui ont leur cuvette, qui vendent quelques fruits. Vous ne pouvez pas leur demander de payer des impôts. Si vous le faites, vous tuez totalement la vie économique et sociale, parce que ces femmes ont des enfants qu'elles mettent à l'école, elles nourrissent. Vous avez également raison sur la question de la couverture sociale. Et l'État de Côte d'Ivoire, naturellement, a mis en place ce programme avance régulièrement la couverture maladie universelle qui a démarré en prenant segment par segment. On a commencé avec les étudiants et aujourd'hui, les segments les plus fragiles de la société sont de plus en plus couverts. Naturellement, vous ne pouvez pas faire de la couverture sociale maladie si vous n'avez pas de centres sociaux, de centres de dispensaires, d'hôpitaux. D'où la politique nationale de faire en sorte que chaque citoyen ne soit pas à plus de 2 ou 3 kilomètres d'un centre de santé. Donc, c'est une politique de couverture sanitaire de l'ensemble du pays qui avance très bien. Et je peux vous le certifier, dans chaque village, on essaie de mettre en place un point de santé de premier soin. Merci beaucoup. Vous aurez à nouveau la parole. Et là, on arrête. Il y avait une question quasiment commune d'Isabelle et de Stéphane. On va la zapper puisque vous avez répondu par avance sur les facilités d'accueil d'entreprises qui s'implanteraient en Côte d'Ivoire, je vais parler du foncier, etc. Donc, on va gagner un peu de temps. On va donner la parole à nouveau à Marie-Laure parce que elle m'a parlé de leur concept, de leur pratique de positionnement sur l'additionnalité. Je trouve ça très intéressant. En fait, ils font des choses que les autres n'osent pas faire. On n'a pas non plus, enfin, on fait des choses qui... on essaie en fait d'être en congruence entre nos paroles et nos actes. Et en tant qu'investisseur financier de long terme et minoritaire dans les projets, on ne travaille pas seul. Enfin, c'est la politique de la Caisse des dépôts et de l'AFD d'investir et plutôt de servir de catalyseur pour accompagner les projets, à la fois en levant de la dette et aussi en faisant venir d'autres investisseurs à nos côtés qui effectivement n'ont pas peur d'investir sur la suite et sur le long terme. Donc ça veut dire globalement que pour 1 euro investi par SOA, en fait on arrive à mobiliser jusqu'à 15 euros. Équivalent. Donc c'est l'effet multiplicateur, l'effet de levier sur nos projets. Et l'additionnalité, alors elle est parfois très avérée quand on est en amont des projets et quand on participe à leur développement. Là, on amène de l'additionnalité qui est à la fois financière, mais qui est aussi, on accompagne des développeurs en fait, qui ne feraient pas sinon, dans tous les cas, qui ne feraient pas seuls. Et qui permettent de structurer ces projets. Et donc c'est comme ça qu'on mesure l'impact. Alors l'impact de nos projets, on mesure à travers 3 critères, qui sont la propreté, puisqu'on est un fonds impact à co-bénéfice climat, donc ça fait partie de nos critères d'investissement. La fonctionnalité, c'est-à-dire il faut que ça réponde à un besoin qui est essentiel pour les populations, et l'accessibilité. Il faut que aussi les parties puissent payer le service qui est délivré, ce qui nous amène à avoir aussi des financements publics à côté de financements privés pour quand on a des projets qui sont à petit équilibre, parce qu'il y a des infrastructures en fait qui s'amortissent sur des durées extrêmement longues, qui ont des durées de vie bien supérieures aux concessions qui nous sont fournies, et donc il y a besoin en fait d'avoir aussi de l'argent public pour les financer et les accompagner. C'est valable principalement dans les infrastructures du transport, parce qu'on ne va pas faire payer à l'usager le prix effectif du service payé. C'est juste pas possible. Surtout quand on a des barrages qui peuvent durer une cinquantaine d'années, des digues qu'on construit et qui sont centenaires. Enfin, voilà, on
n'a pas une concession sur 50 ans, rarement. Donc voilà. Et ce qu'on essaie aujourd'hui de faire, c'est surtout d'être redevable, alors ça c'est un point qu'on doit encore développer parce qu'on est jeune, redevable vis-à-vis des populations locales. On va bientôt sortir notre raison d'être et je pense qu'elle nous va bien. On a interrogé des parties prenantes et puis on la révélera bientôt d'ici la fin du mois et on vous en fera partager les objectifs et les engagements qu'on prendra. Et ils seront vraiment aussi tournés vers aussi les populations auxquelles on s'adresse. Il y a deux sujets aujourd'hui complémentaires qu'on regarde et qui nous semblent importants. C'est l'adaptation au changement climatique et la résilience des infrastructures. Parce qu'on estime qu'aujourd'hui, et Marc l'évoquait, en fait, c'est toujours le moins 10 ans, et c'est un peu le leitmotiv des banques publiques de développement. On attribue toujours le marché au moins 10 ans. Et c'est pas parce qu'on attribue le marché au moins 10 ans qu'on permet au financement des projets qu'on met en place de durer, de résister dans la durée et de pouvoir être maintenu dans de bonnes conditions. Je parlais de la rénovation des voies secondaires, des routes secondaires, c'est exactement ce sujet-là. On va essayer de l'adresser de se vers les avocats, vis-à-vis des bailleurs de fonds publics. Et puis l'autre sujet, et ça rejoint, parce que j'ai rencontré récemment des développeurs sur ce volet-là, et la Côte d'Ivoire, je pense, est en avance. C'est tout ce qui est lié à la biodiversité et à la reforestation. Et finalement, à pouvoir se dire qu'on n'est pas un fonds qui va faire que des projets d'énergie renouvelable, sinon on ne s'appellerait pas infrastructure énergie. On est un fonds aussi qui peut accompagner des projets qui, heureusement, produisent des émissions carbonées. Dans le transport, il y en a. C'est pas toujours, à part le transport urbain, en général, est positif sur le long de la vie des projets. Dans nos bilans carbone, ça existe et ça veut dire qu'il faut qu'on ait en fait des projets de compensation à côté qui viennent accompagner des projets plus structurants de développement de l'infrastructure. Voilà. Et je sais que la Côte d'Ivoire est en train d'attribuer des concessions, notamment forestières, de reforestation. Il y a tout un projet, j'ai rencontré des développeurs à ce sujet-là et ça m'intéresse énormément de pouvoir allier les deux, de marcher sur ces deux gens-là. Merci Marie-Laure, je en parlerai après au cocktail. Alors, on va revenir vers Isabelle. Alors, tout le monde connaît l'immense succès planétaire, intercontinental de Bing, des millions de visiteurs sur Internet, présentiels sur Internet. Et alors, vous avez créé son petit frère déjà, et je crois que c'était à Abidjan l'année dernière. Alors, quelles sont vos perspectives de développement de ces petits bigs africains, peut-être plus grands à l'avenir? Si vous voulez nous dire ça un peu rapidement, Isabelle. Juste, je voulais déjà en préalable vous m'excuser par avance parce que je vais devoir partir à 12h30. Donc, je me suis arrivée en retard, je vais peut-être partir en avance. C'est bon, j'espère que vous me pardonnerez, et surtout toi, Alfred, qui a fait l'honneur de m'inviter. Oui, on a fait Inspire and Connect en mois de juin dernier, et vraiment l'esprit de cet événement, c'était de célébrer l'entrepreneuriat, comme on le fait sur Big en France tous les ans, et créer des ponts entre l'Afrique, alors il y a bien sûr beaucoup d'Ivoiriens, mais pas que, et la France, et donc célébrer aussi ce partenariat entre nous tous. On a beaucoup hésité parce qu'il y avait la pandémie et des restrictions, etc. jusqu'à la dernière minute. On a eu 600 participants. Et donc l'idée, c'est de reproduire ce type d'événement dans les pays, bien sûr, où nous avons une présence. Donc pour rappel, on a une présence à Abidjan, à Dakar, à Nairobi et à Casa. Donc le prochain, cette année, devrait avoir lieu en juin ou juillet, encore une fois, à Casa. C'est pas définitif parce que vous savez que les frontières ont été fermées, elles ont été ouvertes hier ou avant-hier, je crois, avec le Maroc. Donc voilà, donc le prochain devrait être bientôt à Casa.
On projette aussi de faire un événement aussi à Nairobi, plutôt en 2023 a priori. Et on a envie de continuer à célébrer ensemble l'entrepreneuriat et le partenariat entre nos entreprises et puis nos États. Merci pour la synthèse. On a gagné du temps. Donc, je vais pouvoir redonner la parole à M. Stéphane Collin. Stéphane en avait parlé de comment peut-on faire mieux dans l'activité qui est la vôtre. Mais vous avez juste 3 minutes. D'abord, vraiment redire à quel point, pour les gens qui nous écoutent, le support de BPI, c'est capital. Dans le financement, je prends l'exemple, nous avons investi dans un fabricant de bateaux basé à Concarneau, qui s'appelle Piriou, et qui aujourd'hui est en train de vendre un patrouilleur à la Côte d'Ivoire, et le financement est monté par BPI France et la Société Générale, qui se trouvent être les investisseurs du Fonds franco-africain 1. Donc quand vous avez déjà une société, voilà, donc c'est un bateau qui est construit à Concarneau, qui est vendu à la Côte d'Ivoire et qui est financé avec le support de BPI et de Société Générale. La deuxième chose, c'était aussi dire à quel point en Côte d'Ivoire, il y a un acteur qui est exceptionnel, et donc je ne l'ai pas cité dans ma première intervention, c'est la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNPS, parce que cette capacité de collecter des premiums de sécurité sociale. Évidemment, la structure de la population ivoirienne est à peu près celle de la France des années 50, c'est-à-dire qu'elle collecte en net énormément d'argent pour des engagements de retraite qui sont dans le futur. Et la façon dont cette manne va être utilisée pour l'investissement du pays est essentielle. D'abord parce qu'elle servira, évidemment, ses retraites d'ici 50 ans, quand la population le méritera, par son âge, mais aussi par les infrastructures ou les financements qu'elle sera capable de faire. Et cette CNPS a eu le courage d'investir au capital du Fonds franco-africain 1, une dizaine de millions d'euros. Elle va, gagner beaucoup d'argent, parce qu'on va lui rendre beaucoup d'argent, parce qu'en fait, le private equity français, ça gagne beaucoup d'argent, donc ça, c'est quand même l'avantage de notre métier. En euros, donc c'est avec un risque monétaire qui n'existe plus pour la CNPS. Et donc, on voit aussi qu'un financement africain peut venir aider finalement le développement de PME françaises au service du développement africain. C'est pas évident politiquement à faire, et c'est la fin de mon intervention. Nous, aujourd'hui, 2/3 de nos investisseurs, en nombre, pas en masse, sont africains. Donc on arrive à aller chercher de l'argent sur le continent africain en euros, pour venir financer des PME et des ETI françaises qui vont investir et, nous le pensons, aider au développement africain. Donc ça, c'est essentiel. Il y a une difficulté, c'est que chaque pays pense un peu à lui. Et donc évidemment, quand vous êtes face à la CNPS, elle a 2 problèmes. Elle a le premier problème de dire, bon, est-ce que c'est vraiment en Côte d'Ivoire que ces PME françaises vont aider? Et nous, on lui dit, écoute, on ne va pas investir dans des PME françaises uniquement liées à la Côte d'Ivoire. Ça peut être au Maghreb, ça peut être en Afrique de l'Est. Donc, un problème de traçabilité des flux pour le politique. Et la deuxième chose, c'est le contrôle des champs. La CNPS, elle n'a pas pu investir dans le fonds 2, parce qu'on lui a dit, tu ne peux plus sortir des euros. Nous, on pense que c'est pas bon, mais bon, ça c'est la vie. Mais on a les mêmes problématiques avec des fonds souverains qui sont très puissants et qui développent, mais qui ne cessent d'essayer de retracer leurs sous directement sur le continent, parce qu'ils ont évidemment d'autres projets ou des envies ou des besoins politiques de montrer la traçabilité de leurs flux. Donc il faut des gens qui ont une vision beaucoup plus lointaine. D'abord en net euro, ce sont des excellents deals, parce qu'encore une fois, elles capturent le private equity français qui est extrêmement rentable historiquement et qui le restera. Et deuxièmement, politiquement, être très fort dans sa tête pour se dire que ces flux-là, ils seront bons pour leur pays, quoi qu'il arrive, même s'il y a un manque de traçabilité immédiat. Rani peut gagner un contrat au Sénégal et pas en Côte d'Ivoire, mais le contrat au Côte d'Ivoire arrive. Ok, merci. Marc, si vous voulez une courte intervention, après je passerai la parole à Étienne. Et enfin, monsieur l'ambassadeur. Donc, je voulais revenir sur ce que vous avez dit, monsieur l'ambassadeur, parce que, notamment sur votre bibliothèque, pour rappeler qu'en Côte d'Ivoire tout particulièrement, quand on a peu de recettes de l'État, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure, par contre on a du foncier, et notamment dans les capitales, et notamment dans les préfectures. Et partout on peut faire de la valorisation immobilière autour du foncier pour faire financer par le privé
un bâtiment public comme une bibliothèque, mais voir une école, et un jour, pourquoi pas même un ministère complet, parce que vous faites une tour d'un hôtel de 15 ou 20 étages, et vous dites que les 4 premières c'est pour mon ministère, ça se négocie avec les hôteliers. Donc le foncier et la valorisation immobilière, et même l'État français est en train de revenir complètement sur la vente des domaines pour décider de s'adosser et surtout pas de vendre les bijoux de famille. Donc là, il y a des vraies opportunités. Et un autre sujet, je rebondis sur ce que tu as dit, notamment sur ce qui vient de se passer sur ces 70 000 hectares vendus en agroforesterie pour la compensation carbone. Alors je quitte le cadre du PPP, et c'est une autre forme de PPP entre le Nord et le Sud, c'est qu'avec aujourd'hui les obligations carbone sur beaucoup d'entreprises, on pourra aller chercher de l'argent dans les entreprises privées pour aller faire du développement en agroforesterie, en transformation, en biodiversité au Sud, et créer ce lien extrêmement fort pour tous ceux qui ont besoin de compenser au niveau du carbone. Et d'ici 2050, avant qu'on soit dans l'évitement, il y a besoin de beaucoup compenser, j'y crois énormément. Merci Marc d'avoir été court. On va passer la parole à Étienne. Il va porter le discours de l'entrepreneuriat privé à Bruxelles dans quelques jours. Donc son plaidoyer du CIAM et de l'EDCAM cumulé, il va nous en donner des grandes lignes. Merci. Merci beaucoup. Donc je vais me limiter, j'ai donc besoin de 3 quarts d'heure simplement. Non, je vais me centrer sur un propos simplement, c'est, je pense que, et ça va être le grand message, l'aide publique au développement, qui représente des dizaines de milliards d'euros, ne l'oublions jamais, c'est beaucoup, beaucoup d'argent, doit être, à mon avis, modernisé et ouvrir davantage au privé. Alors, comme on n'a pas le temps, je donne 4 pistes. La première, toujours donner la priorité au PPP. Et si les bailleurs publics pouvaient dire « Nous ne finançons que des projets qui prennent la forme d'un PPP », il y en a différentes à l'intérieur, mais la forme d'un PPP. Et seulement si ce n'est pas possible, ça peut arriver de temps en temps, là on fait un financement classique via les pouvoirs publics qui après vont faire un appel d'offres, etc. Ça changerait. Alors, je sais qu'il y a des bailleurs qui commencent à aller dans cette voie-là, mais il y a du chemin. Première idée. Deuxième idée, faire, pas systématiquement, parce que dès que c'est systématique, ça ne marche pas, mais beaucoup plus que maintenant, les appels à projets plutôt que les appels d'offres. Appel à projet, c'est pas du tout pareil. Pour ceux qui ne voient pas bien la différence, appel à projet, ça veut dire aller voir les entreprises et leur dire qu'est-ce que vous avez dans les tiroirs comme projet à monter. Ils en ont plein, hein, plein. Mais c'est pas comme ça que ça marche aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les pouvoirs publics, c'est les bailleurs qui disent on va faire tel et tel projet. Qui est candidat? Pas pareil. Donc, ça veut dire utiliser la créativité et l'inventivité des entreprises. Deuxième idée. Troisième idée, arrêter la vision totalement négative qu'on a sur le gré à gré. Et arrêter aussi l'obsession du moins-disant. Ces histoires d'appels d'offres internationaux, machin, qui prennent 4 ans, etc. Est-ce que vous savez que là, c'est la Banque africaine de développement qui l'a déclaré, en Afrique, il s'écoule entre l'idée d'un projet, les premiers coups de pioche, infrastructure, il s'écoule 7 ans. Il s'écoule 7 ans. Alors j'en parlais à des autorités françaises qui me disaient c'est pas loin non plus de ça en France, mais c'est pas parce que cette phrase est dite que c'est acceptable. On est dans une course contre la montre. Et le rythme du public, et donc des bailleurs de fonds, et donc de l'aide publique au développement, c'est pas le rythme du privé. C'est pas, je ne fais pas de jugement de valeur, hein, mais on va 3 fois plus vite, et il faut aller 3 fois plus vite. Donc déjà, tous ces trucs-là, c'est pas de temps en temps, on peut faire du gré à gré, quoi. Pas obligé de mettre les gens en prison. Voilà. Donc, troisième chose, le gré à gré. Et puis, quatrième chose, qui est encore plus iconoclaste, donner des subventions au secteur privé. Voilà. Alors, ça, c'est le résultat, mais ça a été dit là tout à l'heure, avant, c'est qu'on sait très bien qu'il y a plein de projets qui, sur leur stricte base économique, ne verront jamais de jour. Il faut un coup de pouce, un fonds d'amorçage, un petit coup de démarrage. Quitte à prévoir un retour à meilleure fortune, si l'affaire est plus rentable ou marche mieux que prévu, on remboursera les fonds qui sont des subventions. Mais on voit bien que ça ne marche pas sans cela. Alors en général, la réponse, c'est si le système économique ne peut pas payer la chose, l'État versera des subventions à l'opérateur. Et ça, les subventions, on n'est pas sûr qu'elles soient versées. C'est mieux d'avoir une subvention par les bailleurs de fonds au démarrage. Et donc, des projets, beaucoup de projets, pour besoin de vivre, ont besoin d'equity, d'argent des capitalistes, de prêts, d'emprunts, et souvent de subventions. Donc il faut un peu l'admettre. Mais ça, il y a beaucoup d'obstacles à surmonter. Il y a beaucoup d'obstacles
idéologique à surmonter. L'argent public ne doit pas aller au privé, c'est pas bien. Deuxièmement, ça sent quand même le gré à gré, c'est pas bien. Voilà. Et troisièmement, il faut, ça fait aller plus vite et ça fait appel à projet. Voilà. Donc c'est un peu ça les idées qu'on va essayer de développer. Notre chance de réussite, en tout cas à court terme, reste modeste. Ce sont des idées révolutionnaires. Ça va renverser la table. Monsieur l'ambassadeur, je vous laisse réagir. Je vous pose une dernière petite question. Comme vous le savez très bien, donc le 17-18, c'est le sommet Europe-Afrique. Enfin, Union européenne et Union africaine. L'idée, c'est de refonder cette relation. Qu'est-ce que vous en attendez? Et aussi, le travail à vous, est-ce que vous avez été sollicité justement dans cet esprit de dialogue? Merci. Le sommet Union africaine, Union européenne, effectivement, se tient dans quelques jours et nous en attendons beaucoup. J'avais demandé si nous avons été sollicités. Hier, nous avons participé dans le cadre du groupe des ambassadeurs africains à une réunion avec le Quai d'Orsay. Nous, on a fait en visioconférence, mais nos représentants du bureau du groupe des ambassadeurs africains étaient donc au Quai d'Orsay. Et ce que nous avons fait partager avec nos amis français, c'est que l'Union africaine et l'Union européenne fassent confiance à l'Afrique. Les craintes qui font que l'argent coûte cher sur le continent doivent être progressivement apaisées. Et ce que nous avons pu noter, c'est que nos amis français nous ont rassurés de ce que la présidente française de l'Union européenne sera mise à profit pour renforcer le partenariat entre l'Europe et l'Afrique. Nos interlocuteurs nous ont fait comprendre que l'avenir de l'Europe et l'avenir de l'Afrique sont liés en termes d'économie, en termes de stabilité, en termes de sécurité. Donc, nous attendons beaucoup de cette conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine et de l'Union européenne, en ce que l'Afrique est le continent, je dirais, plus proche de l'Europe. Quand nous voyons nos jeunes qui traversent la Méditerranée et la mer pour venir ici en Europe, ça crée une instabilité. Pourquoi il y a tant d'instabilité en Afrique? C'est à cause du chômage. Pourquoi le terrorisme et le djihadisme avancent en Afrique? C'est à cause de la pauvreté. Or, le secteur agricole, Madame l'a dit, vous investissez 1 euro dans votre projet, vous sortez 15 euros. Mais c'est exactement ce que rapporte le secteur agricole. Vous mettez 1 euro dans une filière agricole, à moins de quelques années, quelques mois, pendant ce secteur, vous sortez 15 euros. Je suis fils de paysan, je suis produit de l'économie cacaoyère, et moi-même, j'ai une expérience agricole. Le président Faubin disait que la terre ne trahit jamais. Donc, l'Europe doit faire confiance à l'Afrique. Quand je prends la filière banane, lors de la conférence que nous avons eue au Sénat, le représentant de la fêtière de la filière banane disait que sur 1 hectare de banane, ce sont 10 jeunes Africains qui sont employés. Or, le minimum pour les exploitations de bananes, c'est au moins 50 et 100 hectares. C'est-à-dire que sur une exploitation de 100 hectares, ce sont 1000 jeunes Ivoiriens africains qui sont employés. Ils ont entre 100 et 200 euros par mois. Ils nourrissent au moins 5 ou 10 personnes. La banane africaine est moins présente en Europe. C'est la banane de l'Amérique du Sud qui est présente sur le continent européen. Alors que la banane africaine, si elle était consommée en grand nombre, qui permettait aux opérateurs de la banane, de la filière, de multiplier les surfaces, car les surfaces sont disponibles à l'Afrique, mais ce sont des centaines de milliers de jeunes Africains qui travailleraient sur le continent et qui ne viendraient pas ici en Europe. Donc il y a des choix à faire.
Ce ne sont pas les jeunes sud-américains qui viennent en France ou en Angleterre. Ce sont des jeunes qui viennent de Côte d'Ivoire, qui viennent du Maroc, qui viennent du Burkina, qui viennent du Mali, qui viennent du Ghana et du Nigeria. Or, les entreprises françaises font ce plaidoyer, madame, le pays, nous avons échangé longuement sur cette question-là. Et vos entreprises françaises qui sont en Afrique font ce plaidoyer pour que vous renforciez les capacités d'intervention en Afrique. Ces entreprises sont en Afrique depuis, depuis des siècles. Elles prospèrent. Elles prospèrent. Elles prospèrent mieux que ces entreprises à l'Occident. Mais elles sont toujours en Afrique. Elles sont toujours en Afrique. Donc, je crois que il faut tuer la peur. Il y a près de 1000 entreprises françaises en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas s'il y en a autant en Chine. Vous me direz s'il y en a autant en Chine. Je ne sais pas s'il y en a autant aux États-Unis. S'il y en a autant au Canada. S'il y en a autant au Brésil. Mais pourquoi vous allez faire la Côte d'Ivoire et l'Afrique? Pourquoi? Nous sommes l'avenir. Mais vous ne venez pas, vous perdrez votre place. Parce que les autres viennent. La Côte d'Ivoire, la France est restée pendant plus d'un demi-siècle le premier investisseur. Aujourd'hui, la France devient le troisième investisseur. Mais ce n'est pas la faute de la Côte d'Ivoire. Pas la faute de la France. Qui déserte les chantiers. Qui ne répond pas aux appels d'offres. Donc, nous sommes une économie ouverte. Sur le continent, nous sommes ouverts à l'Afrique. Les entreprises marocaines sont présentes. Les entreprises sud-africaines sont présentes. Naturellement, chinois sont présentes. Donc, pour terminer, parce que l'environnement sécuritaire est à prendre en compte dans l'environnement macroéconomique, il est vrai que nous sommes dans une sous-région qui est menacée par le terrorisme, menacée par le djihadisme. Mais nous allons triompher de tout cela. Nous allons triompher. Et les indices montrent très bien que nous progressons. La démocratie va triompher. Les coups d'État finiront par disparaître. Parce que nous avons une classe, aujourd'hui de plus en plus, critique. Nous avons une jeunesse qui est très critique. Grâce aux réseaux sociaux, on ne peut plus faire ce qu'on veut. On ne peut plus faire, excusez-moi, n'importe quoi. Nous sommes tenus à la bonne gouvernance et la pression qui s'exerce tant à l'extérieur, de l'extérieur que de l'intérieur, oblige les gouvernants à travailler dans l'intérêt de leur population. Donc, cela va créer de plus en plus de stabilité. Cela va créer de plus en plus de sécurité. Et pour la Côte d'Ivoire, les indices de sécurité indiquent très bien que la Côte d'Ivoire est un pays stable, un pays sûr. Nous avons le centre de lutte contre le terrorisme qui a été construit avec l'appui de la France et des pays de la sous-région qui est installé à 5 km d'Abidjan, qui travaille à renforcer les capacités opérationnelles des pays africains dans la lutte contre le terrorisme. Et les entraînements, les expériences, le partage d'informations de nos forces de l'ordre et de sécurité de la sous-région permettent de faire face à la menace djihadiste et terroriste. Cette menace va de plus en plus reculer. Donc nous voulons assurer nos partenaires européens et africains. Nos chefs d'État vont le faire davantage dans quelques jours au cours du sommet. Mais à ce qui nous concerne, nous pouvons témoigner. La Société Générale est en Côte d'Ivoire depuis des décennies. Orange est en Côte d'Ivoire depuis des décennies. BNP est en Côte d'Ivoire depuis des décennies. Bouygues, Bolloré sont en Côte d'Ivoire. Tous les grands groupes français sont en Côte d'Ivoire. Et ces groupes témoignent de ce qu'ils se font de l'argent et qu'ils invitent d'autres pays, d'autres entreprises à venir. Donc, je veux remercier, chers frères, chers amis, M. Mignot, pour cette belle opportunité que vous nous offrez. Je veux remercier les intervenants, les panélistes, qui sont des hommes et des femmes de haut niveau, qui assurent des fonctions importantes dans nos institutions sérieuses. Et nous disons que la Côte d'Ivoire continuera à renforcer la sécurité des investisseurs, à renforcer la sécurité des biens et des personnes, et à garantir la paix
gage d'un développement humain et durable. Je vous remercie.